Radio. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et je reçois, et je suis très heureux de recevoir, quelqu'un qui est un pan de l'histoire de France, quels que soient ses adversaires, ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent, ceux qui le fascinent, ceux qui le refusent. Eh bien, il a marqué ces 50, 60 dernières années, et on va en parler longuement avec lui. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur et fondateur du Front National. Alors, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, j'ai reçu et j'ai lu votre livre, donc c'est le premier tome des mémoires, évidemment, Fils de la Nation. Et vous allez donc de votre naissance à la Trinité-sur-Mer, vous évoquez vos parents, vos grands-parents, jusqu'à 72, la fondation du Front National. Ça, ce sera ensuite, je suis sûr qu'il sera aussi abondant que le premier pour un second tome. Vous savez déjà à peu près quand vous allez publier ce second tome ? L'année prochaine, je pense. L'année prochaine. Je laisse le temps à mes amis d'acheter le livre pendant toute l'année. Mais vous avez raison. Il faut quand même qu'ils le fassent. Alors écoutez, je vous ai vu tiquer, justement, je vous ai vu tiquer à l'annonce de Radio Londres. Et j'ai lu dans votre livre, alors ça déjà, ça me pose, le patriote que vous êtes, je vous trouve dans le livre assez réservé sur De Gaulle. Vous n'en censez pas Pétain non plus. Mais enfin, vous avez l'air de dire que De Gaulle n'a pas joué le rôle qu'on lui donne, ou en tout cas, on a hypertrophié le rôle de Gaulle. Or, quand même, vous qui êtes patriote, qui est la vraie France, et on a eu, vous savez, avec les grandes polémiques en disant que la France était responsable de la rafle du Veldiv notamment, et les grandes polémiques, ça a été notamment Bertrand Renouvin et autres, il dit la France n'était pas à Vichy, la France était à Londres et chez les résistants. Quelle est votre position là-dessus ? Parce que c'est un peu, non pas que c'est flou, mais vous balancez là-dessus. 99,9% des Français étaient en France métropolitaine. Oui. Et il faut bien reconnaître que c'était plus difficile de résister en France métropolitaine qu'à Londres. Et oui. C'est ce qui relativisait en quelque sorte le sentiment qu'on pouvait avoir à l'égard des gens de Londres, du général de Gaulle. Et ce qui m'avait frappé étant adolescent quand on écoutait la radio, car écouter la radio chez nous, c'était déjà prendre des risques. J'étais en zone interdite et par conséquent, il y avait une surveillance. Vous étiez en Bretagne à l'époque. En Bretagne. Oui. Il était interdit d'écouter la radio de Londres. On l'écoutait bien sûr, tac, 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 on connaissait ça. Mais il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est que Radio Londres paraissait beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-Berlin. C'est-à-dire, c'était plus contre le gouvernement français que contre l'occupation allemande proprement dite. Oui, mais alors justement, est-ce que la légitimité, parce que vous savez qu'avec De Gaulle, effectivement, le nombre n'était pas grand, mais vous savez très bien, c'est pas à vous que j'apprendrai le rôle des minorités agissantes. Il y avait des Maurassiens, il y avait des gens de gauche, il y avait des libéraux, il y avait un peu de tout. Mais il y avait aussi, comme il a dit de manière un peu caricaturale, j'avais autour de moi des juifs et des antisémites. Mais est-ce que, au-delà de ça, quand même, est-ce que la France, alors parce que j'aimerais vraiment avoir votre sentiment, vous en parlez bien dans votre livre, est-ce que Vichy, c'était la France ? Mais évidemment, écoutez, ce qui est intéressant de noter, c'est que oui. Dans les pays où il n'y avait pas de gouvernement national, comme oui. Vichy, oui. Il y avait un Gauleiter allemand et comment dirais-je, la situation de la population était infiniment plus délicate, plus difficile qu'elle ne l'était en France. Je rappelle quand même que le sujet de la politique, c'est en quelque sorte le salut de la France et des Français. Or, les 40 millions de Français se trouvaient en France métropolitaine, à moitié occupés jusqu'en 42, totalement occupés après 42. Et ces gens-là avaient une préoccupation principale qui était survivre. C'est-à-dire, il fallait manger, il fallait travailler, et trouver du travail, gagner de l'argent et sauver les gens. Nous avions, je le rappelle, et c'est une explication aussi de l'armistice signé
par le dernier gouvernement de la Troisième République, parce Oui, que exact. ce Gouvernement n'est pas du Front celui de populaire. Vichy, c'est celui de c'est qu'il y avait à ce moment-là 2 millions de prisonniers de guerre et 5 millions de réfugiés sur les routes. Et que le problème se posait de savoir comment la France allait survivre. C'était le sort des 40 millions de Français, et c'est ça, c'est l'immense mérite quand même des gouvernants, quelles qu'aient été leurs erreurs, leurs fautes, leurs manœuvres, c'est l'immense mérite d'avoir relativement protégé, au point que d'ailleurs des gens comme le colonel Rémy pensaient qu'il y avait accointance entre De Gaulle et Pétain, que l'un jouait le rôle de bouclier et l'autre le rôle de l'épée. Voilà. Ouais. Alors je reconnais au général De Gaulle un certain nombre de mérites d'avoir placé la France dans le camp des vainqueurs en 1945, et puis d'avoir une certaine conception de l'État qui me semble assez normale. Mais en revanche, je lui en veux, si j'ose dire, historiquement parlant, d'avoir concédé l'épuration aux communistes après la libération. En 1945, oui, vous en parlez. 45, oui. Et d'avoir trahi son engagement en faveur de l'Algérie française avec des aspects absolument répugnants à l'égard des harkis, à l'égard des pieds noirs. Et ça, je ne l'ai pas accepté. On va en parler de ça, oui, justement. Non, mais c'est très intéressant. Juste un mot pour finir avec ce chapitre. On pourra en parler pendant des heures. Est-ce que vous pensez vraiment que s'il y avait eu il n'y aurait pas eu un gouvernement, disons, qui, comme disait Pétain, c'est le cœur métrique, je vous demande d'arrêter le combat, alors que beaucoup dont Nouvel disait qu'on aurait pu encore se battre, mais ça c'est à vous de me le dire. Mais est-ce qu'avec un Gauleiter ou avec une occupation allemande directe, vous pensez que les rafles, les emprisonnements ont été beaucoup plus importants que ce qu'ils ont été? On le sait dans les pays où il y avait des Gauleiters. Ouais. En Hollande, en Belgique je crois aussi, et en Pologne, la répression des actions de résistance à l'occupation a été beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale. Je crois quand même qu'il y avait un amortisseur. Vous savez, c'est pendant la première occupation. Après, c'était une occupation de paix, n'est-ce pas, quand la France se trouve dans la Ruhr et la Rhénanie. Stresemann, l'homme d'État allemand, a une devise qui est Financieren. Financieren. C'est-à-dire financer. Financer. Voilà. Et c'est un peu ce que fait Vichy, étant entendu qu'il y a, c'est vrai, à Paris, des partisans de l'Allemagne nazie, oui, qui sont l'Europe nouvelle, en quelque sorte, qui se placent. Qui sont allés jusqu'à la Waffen-SS et compagnie. C'est ça, oui. C'est Doriot, c'est DA, etc. Qui sont d'ailleurs tous les deux des hommes de gauche, n'est-ce pas? Doriot étant l'ancien secrétaire du Parti communiste et DA, l'ancien secrétaire du Parti socialiste. Mais enfin, cela étant, ils avaient une affinité avec un mouvement qui était, contrairement à ce qu'on dit, pas de droite, mais de gauche, qui était le national-socialisme, il faut bien le dire. Et alors, justement, par rapport à ça, moi, je voudrais revenir, parce qu'il y a pas que ça dans votre livre, c'est passionnant. Vous parlez de votre enfance, vous parlez de votre père, vous parlez de la mer, justement, pêcheur, votre père pêcheur, la Trinité-sur-Mer, vous racontez cela, et ça, c'est tout à fait passionnant. Votre enfance, je veux dire, dans une famille qui n'est pas une famille aisée, qui est une famille où il fallait travailler dur. Vous êtes pupille de la Nation en 42, je résume parce qu'il y a tellement de choses à dire et à raconter, et que vous racontez d'ailleurs fort bien. Et je suis très content, entre parenthèses, vous savez que vous êtes le seul, Jean-Marie Le Pen, qui manie encore à la radio, à la télévision, l'imparfait du subjonctif. Je pense que vous êtes le dernier des Mohicans, de ce point de vue-là. Oui, il faut le faire de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui le comprennent. Et il faut parler un langage que tout le monde comprend. Mais alors justement, et puis vous avez été militaire, vous avez été guerrier, vous vous êtes battu en Indochine. Il faut raconter, il y a eu l'expédition de Suez, tout à fait passionnante, on pourra en parler heures. Ensuite, il y a eu l'Algérie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je vous pose ça un peu en brut de décoffrage, est-ce que, en fait, la France n'a pas cessé de perdre depuis, justement, 45? Est-ce que tout ça, est-ce que c'était des batailles perdues d'avance? Est-ce que vous, je sais que vous y êtes allé parce que vous y croyiez, avec un I, et que vous étiez non seulement totalement sincère, vous et beaucoup d'autres, mais est-ce que ce n'était pas des batailles perdues d'avance? Oui, je me suis toujours battu en arrière-garde. Ça n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, mais c'est ce qui est souvent de plus utile pour la survie de l'unité qu'on protège. Et c'est vrai que la France n'a cessé
de reculer, malgré sa victoire relative de la Deuxième Guerre mondiale, qui était due, d'ailleurs, il faut avoir aussi le courage de le dire, beaucoup plus à l'armée d'Italie qu'aux troupes qui venaient de Londres avec De Gaulle, parce qu'il y avait la 2e DB, il y avait la DFL, qui étaient les troupes gaullistes. Il y a eu le débarquement, quand même, il y a eu le débarquement. Oui, mais le débarquement est anglo-américain. Anglo-américain, je signale que le général De Gaulle débarque 3 mois après, lui, avec la DB, d'ailleurs. Le temps d'arriver à Paris pour les journées d'août. Et voilà. Alors, j'essaye de remettre les choses en place. Je ne veux pas faire de polémique, mais je pense que beaucoup de choses ont été écrites par les vainqueurs au détriment des vaincus. Je note aussi que il était beaucoup plus facile et beaucoup plus libre de parler des choses de la guerre dans les 10 années qui ont suivi la guerre que maintenant. Autrement dit, la doxa officielle s'alourdit et il devient de plus en plus difficile de parler librement d'un certain nombre de sujets. Ah, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de police de la pensée ou une chape de plomb qui police de la pensée dont je suis victime, puisque j'avais tout récemment 2 procès qui ont été reportés pour des raisons qui tenaient à la santé des avocats, je crois. L'un qui était un procès pour homophobie, ce qui est extraordinaire, et l'autre était un procès parce que j'avais parlé de la fournée. Ce terme et on a dit four, etc. Ce terme étant réputé sulfureux par comparaison. Mais Jean-Marie Le Pen, de temps en temps, c'est vrai que vous vous permettez mais par exemple, des fois, on sent le Front National monte, etc. On parle de tout ici et c'est très bien et on est en pleine liberté à Sud Radio. Par exemple, qu'est-ce que vous avez besoin de dire du rafour crématoire ? Quel intérêt ? Qu'est-ce que vous en fichez, ça ? Moi, je suis un orateur de chic. C'est-à-dire que généralement, maintenant, c'était pas courant du tout. Avant, je parle sans papier, voilà. Et je parle dans un banquet en finale et j'attaque un ministre qui a dit, qui était Durafour, qui a dit il faut exterminer le Front National et pour cela, il faut même s'allier avec les communistes. Alors je dis cette espèce de Durafour et du moulin, Durafour crématoire. C'est un mot. Ça n'a pas. Je n'ai pas à l'égard de ce vocabulaire une attitude de mise en prière. Je suis un homme libre, je parle des choses librement. Et les gens qui le prennent mal ou qui feignent de le prendre mal, c'est... Vous improvisez beaucoup. Polémique. Vous improvisez beaucoup. Vous aimez, oui. Oui, j'improvise tout le temps. Enfin, j'improvise. Je raconte ce que je pense. Voilà, on n'aime pas. Oui, non, mais vous êtes. D'ailleurs, il y a comment s'appelle-t-il, l'insoumis là. Qui Mélenchon. Mélenchon fait comme ça un peu maintenant. Il parle aussi en marchant sur le. Il utilise moins l'imparfait subjonctif que vous, mais il parle. Ne mélangeons pas les serviettes et les tampons. Ne mélangeons pas. Mais dites-moi, l'Algérie quand même. Vous attaquez beaucoup De Gaulle, effectivement, par rapport à ce qu'il a dit. On sait, je vous ai compris, vive l'Algérie française, Mostaganem. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, des choses assez terribles de part et d'autre, d'ailleurs, du paysage. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Vous devriez être, vous, d'accord avec De Gaulle quand De Gaulle dit la France est d'abord chrétienne, de race blanche, et s'il y a des minorités qui s'intègrent, c'est très bien, mais si ça ne s'intègre pas, ça ne va pas. Deuxièmement, et il a dit j'étais contre l'Algérie française parce que je ne voulais pas que colomber les 2 églises devienne colomber les 2 mosquées. Oui, Or, on aurait eu avec l'Algérie française, dont je vous pose la question, une population musulmane beaucoup plus importante que celle qu'il y a. De votre point de vue, vous devriez être... Je reconnais que l'histoire a donné raison à De Gaulle, mais sans qu'il l'ait perçu lui-même, cela. Car au moment où il le fait, il n'y a pas eu la révolution démographique formidable qui a porté la population du monde de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, et qui a porté la population algérienne en 50 ans aussi de 8 millions à 46 millions. Et c'est vrai que j'avais rêvé pour ma part de pouvoir intégrer cette population musulmane de 8 millions aux 40 millions de Français, n'est-ce pas, donnant ainsi à la France
la chance exceptionnelle d'être présente sur 2 continents différents. Ce qui lui donnait une possibilité de sursaut historique, en quelque sorte. Voilà, c'était un rêve, mais c'est vrai. Mais reconnaissez que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais le général de Gaulle n'y était pour rien et il ne l'a pas perçu. C'était plutôt sa répulsion à l'égard de ce monde-là. De Gaulle était un militaire tourné vers l'Est, vers l'Allemagne, c'était sa génération. Il n'était pas colonial dans l'âme, le moins qu'on puisse dire. Il était métro. Et cela étant, c'est vrai que au regard d'aujourd'hui, cette intégration était probablement impossible. Mais il y avait des formes autres, fédérales par exemple, qui eussent été possibles. On va en parler, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui est l'invité d'André Berkoff jusqu'à 13h. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff qui est face à Jean-Marie Le Pen, président d'honneur et fondateur du Front National. Alors justement, Jean-Marie Le Pen, je voudrais que vous parliez, parce que vous aussi, toute votre vie, vous vous êtes fait une certaine idée de la France. Et c'est quoi cette idée de la France ? Je dois vous dire d'ailleurs que c'est ce qui explique mon titre, n'est-ce pas ? Car je dis « fils de la nation ». Ouais. Et ceci tient au fait que, vous savez que les enfants de Mort pour la France sont les pupilles de la nation. Et cette disposition qui, pour beaucoup de gens, n'est purement Ça vous donne quoi, excusez-moi, Jean-Marie Le Pen ? Pupille de la nation, ça vous donne quel titre ? Ça vous donne quoi ? Enfin, ça justement, donne quoi ? c'est ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Pour beaucoup de gens, c'est une simple notation administrative. Pour moi, ça a été quelque chose de beaucoup plus important. Parce que j'ai pensé que, étant le pupille de la nation, c'est-à-dire que l'ayant la nation pour tutrice, j'étais un Français un peu différent des autres, que j'étais peut-être plus français que d'autres, que j'avais donc des droits et des devoirs plus importants à l'égard de la France. Voilà, j'ai une relation, si vous voulez, c'est dans ma tête, ça. C'est comme l'amour, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même et de l'autre qui crée la situation amoureuse. Et voilà, ça me rendait amoureux de ma tutrice. Et alors, l'amour... Oui, l'amour pour votre tutrice vous a amené d'ailleurs à justement apprendre les armes, à vous engager dans la voie militaire et puis dans la voie politique. On va en parler. Oui, mais en dehors de ça, si vous voulez, j'étais un enfant unique. Mes parents auraient souhaité avoir plusieurs enfants, mais biologiquement, ils n'ont pu en avoir que moi. Mais attention, quel produit. Mais étant seul, j'ai toujours été à la recherche d'une fratrie, en quelque sorte. Et ce qui a fait de moi toujours un peu un chef de bande. J'attirais les gens, j'étais plus aisé, mon père gagnait bien sa vie comme patron pêcheur, et mes copains avaient à l'époque... Pour Noël, ils avaient une orange dans leurs sabots. Et comme moi, j'avais des jouets, on venait jouer chez moi. J'étais donc un peu le chef, quand même. Hein. Et j'ai été un peu le chef. Je suis arrivé au quartier latin. J'étais à la Corpo de droit. J'ai été président de la Corpo de droit. Président de la Corpo de droit, des dirigeants de l'UNEF, un des fondateurs de l'AMNEF. Enfin bref, toute une histoire qui est différente. Et j'ai toujours rallié. Par exemple, je pars en Indochine. Je décide de partir en Indochine parce que je pense que c'est là-bas que ça se passe. Et 2 de mes camarades de la fac de droit viennent avec moi. Perra, qui sera le maire de Nice, et de Marquet, non ? Non, pas de Marquet, non. De Marquet, je le connais après. Non. D'accord. Et un autre camarade qui sera d'ailleurs tué en Algérie, lui, plus tard. Et puis, C'était quand ? Vous êtes parti après Dien Bien Phu ou avant ? Non, avant. Bien avant. Et nous arrivons à Saint-Mexan, l'école d'officiers, et dans notre section, nous partons à 8 pour l'Indochine, alors que nous n'étions que 3. Nous sommes 3 deuxième classe de l'école. Tout le monde est ou sergent PMS ou aspirant PMS. Nous, notre situation est particulière. Nous sommes des deuxièmes classes et nous sommes admis à l'école d'officiers directement parce que nous sommes licenciés en droit, etc. etc. Bref, tout ceci fait que nous partons donc de la fac de droit à 3, 2 personnes avec moi, et de ma section de Saint-Mexan à 8 pour l'Indochine. Ça, c'est en quelque sorte le prêche d'exemple, si vous voulez, la capacité d'agglomérer, de donner aux gens l'envie de faire comme vous, etc. Voilà, c'est tout. C'est probablement ça
qui me prédisposait à la politique et qui a fait que, à travers de très grandes difficultés et toujours à contre-courant. Ah oui, ça on peut dire à contre-courant, Oui, j'ai ça même c'est trouvé clair. une formule qui me paraît bien Ouais. résumer, exprimer ce que j'ai été. J'ai été toute ma vie un brise-glace. C'est-à-dire que je n'ai jamais navigué en eau libre. Il a toujours fallu forcer le passage. Pas avec le courant, quoi. Non, Pas avec le jamais, courant. jamais avec le courant. Et en plus de ça, avec la mer prise. Mais alors justement, parlons-en, parce que vous en parlez dans votre livre, Poujade. Poujade, ça a été votre première grande expérience politique. Oui, à la vérité, j'avais, en rentrant en Indochine, l'intention, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, de leur cracher à la gueule. Mais Hein, on voilà. peut. Et donc, je refais la rencontre à ce moment-là de Marquin, un ancien para, et de Dide, un ancien commissaire des renseignements généraux, ancien membre de cabinet du ministre de l'Intérieur. De cracher à la gueule de qui, De excusez-moi? cracher à la gueule du système que je rendais responsable de l'échec en Indochine avec tous les aspects catastrophiques que ne voyaient pas mes compatriotes, mais qui étaient ces réfugiés qui s'accrochaient à nos bateaux, enfin, etc. Des choses, des images Terrible. assez terribles. D'accord. Et donc, je rencontre le président des anciens d'Indochine, me dit, mais vous devriez rencontrer Poujade, il pourrait vous donner un coup de main. Et nous convenons d'un dîner, je crois. Je rappelle, Poujade, c'était déjà les petits commerçants et artisans. Mais Poujade, attention, c'est un mouvement extrêmement puissant. Pour vous donner un ordre d'idée, Fédération de l'Hérault, 15 000 adhérents. Les deux journaux du parti, 400 000 abonnés chacun. Ah oui, Bon, donc, c'est important. c'est un personnage déjà. Mais Delpel, président des Nations d'Indochine, nous dit, vous savez, c'est un cas qui a votre âge à peu près. Et nous nous rencontrons. Et ce soir-là, Poujade nous dit, écoutez, c'est bien volontiers que je vous aurais soutenu, mais le mouvement vient de décider de se présenter aux élections. Je dis, écoutez, si c'est comme ça, tant pis, on se combattra pas, en tout cas. Hein, il a dit, mais moi, je souhaiterais faire plus avec vous. Ah bon? Je dis, écoutez, il y a une chose que je voudrais. C'est d'abord voir qui vous écoute, ce que vous dites et comment c'est reçu. Il dit, écoutez, je parle à Blois. Dans 5 jours, je vous enverrai des chauffeurs. On y va, et c'est dans une petite église, il y a 3000 personnes serrées, des commerçants, des artisans, des paysans avec leurs bottes, etc., et leurs casquettes. Et Poujade est un orateur du midi moins le quart, très loquace, etc., et souriant, sympathique. Il est de ces hommes à qui les chiens lèchent la main et à qui les bébés sourient, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et C'est populaire. Donc, nous voyons ça et on se voit ensemble. On dit, en effet, c'est un mouvement formidable. La foule, évidemment, enthousiaste. Si on avait lâché un député dans la salle, il se retrouvait peint sur le mur, comme balle. Et on arrive dans le bistrot et il dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, écoutez, on est prêt à marcher avec vous. Alors là, il me tutoie. Il me dit, bon, dans ce cas-là, tu parleras avec moi à Rennes la semaine prochaine. Et la semaine suivante, je parle en vedette américaine à Rennes devant 12 000 personnes sur la place des Lys. C'est le début de l'aventure Poujade. Vous avez jamais eu le trac? Première parole en public, faire devant une foule, pas de trac, pas de... Non, la vérité, non. J'entrais, surtout très longtemps après, j'entrais sur le Nabucco, n'est-ce pas? Et, Verdi. Ouais. Au moment de la reprise, j'arrivais sur l'estrade et... Vous faisiez votre fameux geste. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors justement, bon, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu l'Algérie. Il y a eu et avant d'arriver justement, parce qu'on va rester dans le premier tome, on va pas parler du Front National, sauf les dernières questions que je vous poserai après, juste d'actualité. Mais ensuite, vous avez l'Algérie, vous avez toute cette expérience enfin, la guerre d'Algérie. Et ensuite, vous revenez et je voudrais que vous me parliez aussi de votre vie. Vous parlez des hussards, vous parlez de Blondin, de Déon, vous parlez des écrivains, et vous parlez aussi, parce que, disons-le, vous êtes amateur de bonne chère dans tous les sens du terme, si je peux me permettre cette expression. Je le prends plutôt comme un compliment. Et de ce point de vue-là, écoutez, il paraît que vous avez un répertoire. D'où vous vient cet amour de la chanson? Il paraît que vous avez un répertoire incroyable. Oui, extrêmement varié. Ça va depuis les cantiques jusqu'aux chansons du quartier latin, en passant
par toutes les chansons politiques possibles et imaginables. Oui, et puis les Bluettes aussi. Je connais quelques centaines de chansons, certaines par cœur, d'autres avec un couplet, un refrain. Mais enfin, je chante. Mes parents chantaient tout le temps. Et moi, je chante aussi quand je vais dans ma salle de bain. Tout ça, je dis à ma femme, quelquefois, t'as la chance d'avoir un mari qui chante dans la salle de bain. Écoute, c'est pas si courant. Bon. Ouais, Et il chante juste. Est-ce qu'il chante juste au moins? Oui, n'oubliez pas que j'ai été quand même. J'avais j'ai créé une collection de disques Oui, la Serpe. dont j'ai vécu, car j'ai fait un métier qui a été éditeur de disques Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, la Serpe. de musique militaire de très bonne qualité d'ailleurs, et aussi de documents sonores, historiques en quelque sorte, dans lesquels s'approvisionnaient souvent les gens de radio, sans toujours m'en demander la permission. Mais enfin, ça, je faisais beaucoup de recherches, j'ai fait écoutez, pour montrer mon objectivité, j'ai consacré 12 disques au général de Gaulle, quand même. Un coffret de 12 disques. Mais c'est vrai aussi que j'ai fait les discours de Pétain, Henriot, Doriot, etc. Tout le monde. Ouais. Ce qui m'a donné Donc De Gaulle vous a fait vivre. De Gaulle vous a fait vivre. Je suis assez facilement objectif. C'est-à-dire, je peux me mettre à la place des autres pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire. Ce qui me vaut d'ailleurs souvent des attaques, les gens croyant que je prends le parti des gens que je juge équitablement, en quelque sorte. Et alors, comment vous expliquez justement que... Alors, c'est extraordinaire, parce que le nom de Le Pen, c'est vraiment intéressant. Vous l'avez fondé, vous l'avez acté, c'est devenu vraiment une figure intégrante de la politique française, comme on l'a dit depuis des décennies et des décennies. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous avez maintenant, après vous, 2 générations de Le Pen. Oui, qui continue la politique. Mais mon père était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer. Ah, déjà. Donc ça n'est pas moi qui ai commencé. D'accord. Et alors justement, Jean-Marie Le Pen, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, vraiment, je conseille la lecture de ce livre parce que c'est un livre, quel que soit ce que vous pouvez penser du personnage, c'est un livre passionnant parce que c'est un livre qui montre ce que c'est que la vie quotidienne. Il n'y a pas que la politique, il y a tout là-dedans. Il y a les rencontres, il y a des rencontres avec des gens incroyables, il y avait comme on dit, des rencontres remarquables. Mais je voulais vous demander un peu, parce que nous arrivons, hélas, un peu, non pas en fin d'émission, enfin vers la conclusion, mais je voulais demander, vous avez quand même été un peu exclu du mouvement que vous avez fondé. Même beaucoup. Même beaucoup, exactement. Et je voudrais savoir quel est aujourd'hui, c'est pas un secret, franchement, vous êtes, pour votre âge, vous allez avoir, je crois, 90 ans en juin, c'est ça ? Bon, bah écoutez, on ne peut pas se plaindre, on espère que... Mais c'est toute la grâce que je vous souhaite. Qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui, du Front National, de ce qui se passe aujourd'hui ? Bien, le Front National connaît une épreuve et un recul à un moment où, justement, l'opinion prend conscience que le message qu'il diffusait et dont j'étais tout de même à l'origine, à savoir que le principal danger qui menaçait à la fois notre pays, l'Europe et la civilisation que nous représentons, c'est-à-dire qui découlait de l'explosion démographique mondiale et de la déferlante migratoire qui est à nos portes, qui n'en est qu'au début du commencement. Et cela, le public commence à s'en rendre compte, se rend compte que dans le fond, Le Pen avait raison, et c'est à ce moment que Marine Le Pen récuse le président fondateur, l'écarte, et qu'elle se trouve solitaire, en quelque sorte, pendant un moment où, justement, l'opinion serait prête à accueillir son message. Mais comment, enfin, très rapidement, comment vous expliquez cela ? Enfin, vous, comment vous expliquez cette espèce de... C'est pas seulement Philippot, c'est pas seulement tout cela, c'est quoi ? Pardon, mesdames, mais est-ce que... je suis assez féministe, moi, mais est-ce que ce sont les mêmes animaux que nous ? Ah, est-ce que les structures ça va mentales... encore vous valoir ça va vous valoir une avalanche, est-ce que les structures mentales sont les mêmes ? Non. Elles sont différentes, les jugements sont différents, les approches éthiques, esthétiques sont différentes. Et vous pensez que la femme politique n'est pas un homme comme un autre ? Voilà, je crois. Marine Le Pen est une femme et moi je suis un homme. C'est peut-être la plus grande différence que nous avons
entre nous, je crois. Mais c'est de l'intuition, ça, et probablement, ça ne va pas me faire bien voir, encore que, je le dis, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. J'ai été élevé par une veuve, j'ai eu 3 filles, et même une arrière-petite-fille. Mal, ça. Donc, Pas mal. j'ai beaucoup d'admiration pour le rôle que les femmes ont joué dans notre pays, en particulier pendant les guerres, où elles ont assumé toutes les tâches. Et donc, je suis, de ce côté-là, absolument inattaquable. Oui, mais Jean-Marie Le Pen, justement, mais on va parler de votre petite fille. Marion n'est pas marine, visiblement. Regardez, ce sont 2 femmes, mais elles ne se ressemblent pas. Je ne sais pas. Ou alors, je me Ça ne trompe. veut pas dire pour autant qu'elle ressemble à son grand-père. Ah, est-ce que c'est l'idéal, ça? Non, mais chacune d'entre elles a sa personnalité. Oui. Et en l'occurrence, on peut dire, dans les 2 cas, très accusée. Et plus encore peut-être pour Marion, qui a connu des succès politiques très jeunes, et dont j'ai regretté personnellement qu'elle ne continue pas dans la voie parlementaire, qui me semblait être son devoir. Oui, mais elle est revenue en politique. Vous avez vu avec son discours de Washington. Oui, absolument. C'était une surprise pour moi. Mais en effet, je crois qu'elle est très douée. Elle a de grandes capacités. Elle joue, je crois, on appelle ça maintenant la métapolitique. Oui, je sais pas ce C'est-à-dire que c'est, mais... ce qui est en quelque sorte culturel dans la politique, environnementale. C'est une approche qui est peut-être l'approche de l'avenir, je ne sais pas. Et chacun, elle joue sa partie en toute liberté, en toute indépendance, parce qu'en plus, elles ont toutes les 2 des tempéraments indépendants, comme leur ancêtre, si j'ose dire. Ben voilà, c'est une marque Le Pen, ça, hein, on peut le dire. Juste un mot, Jean-Marie Le Pen, et de toute façon, on n'attendra pas le second tome pour vraiment vous réécouter. Juste un mot, vous êtes comme ça sur l'idéal, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je sais que vous avez 90 ans, mais je sais que l'avenir est encore devant vous. Est-ce que vous vous sentez là, dans la situation? Vous sentez quoi? La vie commence toujours demain. Et le destin n'est jamais écrit à l'avance. En tous les cas, on ne le connaît pas. Et néanmoins, il faut savoir que nous allons aborder de terribles épreuves. Et ça, j'ai le devoir de le dire, même si je sais que Cassandre n'est pas bien vue et que les vérités sont bonnes à dire, mais sont pas toujours agréables à entendre. Mais c'est mon rôle, à moi, de dire la vérité. Je suis un lanceur d'alerte et j'essaye de faire comprendre à mes compatriotes et aux Européens, d'ailleurs, le danger mortel qui est recelé par ce que j'appelle la déferlante migratoire à venir. Eh bien, l'alerte est lancée. Et vous pouvez écouter Berkoff et dans tous ses états sur sudradio.fr, en podcast notamment. On vous rappelle l'ouvrage Les Mémoires de Jean-Marie Le Pen, notre invité de ce jour, Fils de la Nation, publié aux éditions Muller.